Ils étaient présidents. Ils voulaient changer le destin de leur pays. Mais tous ont payé le même prix, la mort. Mouammar Kadhafi, Libye. Pendant plus de 40 ans, Mouammar Kadhafi a dominé la scène politique libyenne. Issu d'une famille bédouine modeste, il renverse en 1969 le roi Idriss à seulement 27 ans et proclame la République arabe libyenne. Son pouvoir repose sur un mélange de nationalisme arabe, de socialisme et d'un système politique original qu'il théorise dans le Livre vert, prônant une forme de démocratie directe. La nationalisation du pétrole transforme profondément la Libye. Les revenus servent à financer l'éducation gratuite, les soins de santé universels et d'importants programmes sociaux. Le pays atteint alors l'un des niveaux de vie les plus élevés d'Afrique, avec une forte hausse de l'alphabétisation et de l'espérance de vie, sans recourir massivement à l'endettement extérieur. Mais ce bilan social s'accompagne d'un pouvoir autoritaire, marqué par la répression de l'opposition, la censure et des tensions croissantes avec les pays occidentaux. En 2011, dans le contexte du printemps arabe, une révolte éclate et se transforme en guerre civile. Soutenues par l'OTAN, les forces rebelles capturent Kadhafi dans sa ville natale de Sirte, où il est tué, mettant fin brutalement à 42 années de règne. Patrice Lumumba, République démocratique du Congo. Patrice Lumumba demeure l'un des symboles les plus puissants de l'indépendance africaine. Né en 1925 dans le Congo encore sous domination belge, il s'impose à la fin des années 1950 comme un défenseur farouche de l'unité nationale, refusant les divisions ethniques imposées par le système colonial. Fondateur du mouvement national congolais, il devient le premier Premier ministre du Congo indépendant en 1960. Lors de la cérémonie officielle de l'indépendance, son discours direct et sans concession sur les humiliations subies par son peuple marque les esprits et rompt avec le ton diplomatique attendu. Dans un contexte de guerre froide, ses positions inquiètent autant les puissances étrangères que certains acteurs locaux. Écarté du pouvoir, arrêté puis transféré au Katanga, Lumumba est exécuté en janvier 1961. Sa mort provoque une onde de choc mondiale et fait de lui un martyr de la lutte pour la souveraineté africaine. Son héritage continue d'inspirer des générations au point que la Belgique reconnaîtra, des décennies plus tard, sa responsabilité morale dans cet assassinat. 3. Thomas Sankara, Burkina Faso. En août 1983, Thomas Sankara arrive au pouvoir au Burkina Faso à l'âge de 33 ans, devenant l'un des plus jeunes chefs d'État au monde. Officier charismatique, intellectuel engagé et panafricaniste assumé, il incarne une rupture radicale avec les modèles politiques hérités de la colonisation. Dès les premiers mois de son mandat, il rebaptise le pays Burkina Faso, le pays des hommes intègres, affirmant symboliquement une nouvelle identité nationale fondée sur la dignité et la responsabilité collective. Sankara rejette ouvertement la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Pour lui, l'aide internationale maintient l'Afrique dans une forme de soumission économique. Il prône l'autosuffisance, encourage la consommation de produits locaux et appelle les Africains à compter d'abord sur leurs propres forces. Sous son impulsion, l'État investit massivement dans l'agriculture. Les terres sont redistribuées aux paysans, les méthodes de production modernisées et la production céréalière augmente de manière significative, permettant au pays de réduire sa dépendance alimentaire. Conscient des ravages environnementaux, Sankara lance de vastes campagnes de reboisement afin de lutter contre la désertification. Des millions d'arbres sont plantés à travers le pays, mobilisant la population autour d'un projet écologique inédit pour l'époque. Cette mobilisation populaire devient l'un des piliers de sa révolution, fondée sur la participation active des citoyens. Sur le plan social, son action est tout aussi marquante. Il engage des campagnes de vaccination de masse contre la méningite, la rougeole et la fièvre jaune, sauvant la vie de millions d'enfants. Il fait de l'éducation une priorité nationale, combat l'analphabétisme et promeut une école accessible à tous, y compris dans les zones rurales les plus isolées. Thomas Sankara se distingue également par son engagement sans précédent en faveur des droits des femmes. Il affirme que la révolution ne peut réussir sans leur émancipation.
Il interdit des pratiques telles que l'excision, les mariages forcés et la polygamie et encourage la participation des femmes à la vie politique, économique et militaire. Dans une Afrique encore largement patriarcale, ses positions font de lui un dirigeant en avance sur son temps. Cependant, cette politique audacieuse et profondément réformatrice dérange. À l'intérieur du pays, certaines élites économiques et militaires voient leurs privilèges menacés. À l'extérieur, ses discours contre l'impérialisme et la dette africaine inquiètent plusieurs puissances étrangères. Peu à peu, Sankara se retrouve isolé, encerclé par des oppositions multiples, y compris au sein de son propre camp. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État mené par son ancien compagnon d'armes. Sa mort met brutalement fin à une expérience révolutionnaire unique sur le continent africain. Après sa disparition, de nombreuses réformes sont abandonnées et le pays s'éloigne progressivement de la voie qu'il avait tracée. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara demeure une figure emblématique pour toute une génération africaine et au-delà. Pour beaucoup, il incarne l'image d'un dirigeant intègre, visionnaire et prêt à sacrifier sa vie pour ses convictions. 4. Mohamed Boudiaf, Algérie. Mohamed Boudiaf est l'une des figures fondatrices de l'Algérie indépendante. Membre historique du Front de libération nationale, il joue un rôle central dans la lutte contre la colonisation française. Après l'indépendance en 1962, ses désaccords avec la concentration du pouvoir et la dérive autoritaire du nouveau régime l'écartent rapidement de la scène politique, le contraignant à un long exil de près de 30 ans. En 1992, alors que l'Algérie est plongée dans une grave crise politique et sécuritaire, marquée par la montée des tensions et la peur d'une guerre civile, l'armée le rappelle pour prendre la tête du pays. Son retour suscite un immense espoir. Beaucoup voient en lui un homme intègre, capable de restaurer l'autorité de l'État, de lutter contre la corruption et de réconcilier une nation profondément divisée. Mais cette espérance s'éteint brutalement. Le 29 juin 1992, quelques mois seulement après son arrivée au pouvoir, Mohamed Boudiaf est assassiné en plein discours public. Officiellement attribué à un acte isolé, son assassinat reste entouré de zones d'ombre et demeure encore aujourd'hui l'un des événements les plus controversés de l'histoire politique algérienne. Sylvanus Olympio est le premier président du Togo après l'indépendance, proclamée en 1960. Économiste formé en Europe et ancien cadre d'une grande entreprise internationale, il incarne une vision pragmatique et rigoureuse de la gouvernance. Son objectif est clair, construire un État togolais stable, limiter la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et poser les bases d'une économie autonome. Dans cette logique, Olympio adopte une politique de dépenses publiques stricte et choisit de maintenir une armée nationale réduite afin de privilégier le développement économique. Mais ces décisions suscitent un profond mécontentement, notamment parmi d'anciens soldats togolais ayant servi dans l'armée française et réclamant leur intégration. Le 13 janvier 1963, cette frustration débouche sur un coup d'État militaire. Sylvanus Olympio est assassiné à Lomé alors qu'il tente de trouver refuge près d'une ambassade étrangère. Sa mort fait de lui le premier président africain en exercice tué après l'indépendance, ouvrant une ère de coups d'État et d'instabilité politique en Afrique de l'Ouest. Marième Gouabi, Congo-Brazzaville. Marième Gouabi arrive au pouvoir en 1968 à la suite d'un coup d'État et ouvre une nouvelle ère politique au Congo-Brazzaville. Officier de formation, il rompt avec les régimes précédents et proclame la République populaire du Congo, faisant du pays l'un des premiers États africains à adopter officiellement une idéologie marxiste-léniniste. Le Parti congolais du travail devient alors la seule force politique autorisée. Son régime s'appuie fortement sur le modèle soviétique, tant sur le plan idéologique qu'organisationnel. Mais cette orientation radicale s'accompagne de profondes tensions internes. Les divisions politiques, sociales et ethniques s'accentuent, tandis que des mouvements de contestation et des luttes de pouvoir fragilisent l'État. Le 18 mars 1977, Marième Gouabi est assassinée à Brazzaville dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui largement inexpliquées.
Sa mort provoque une vague de répression, avec des arrestations et des exécutions, et plonge le pays dans une nouvelle période d'instabilité politique durable. 7. Laurent Désiré Kabila, République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir en 1997 après l'avoir renversé le régime de Mobutu Sese Seko, affaibli par plus de 3 décennies de dictature. À la tête d'une rébellion soutenue par plusieurs pays voisins, il entre à Kinshasa et rebaptise le pays République démocratique du Congo, affirmant sa volonté de rompre avec l'ordre ancien et de restaurer l'autorité de l'État. Une fois au pouvoir, Kabila cherche à centraliser le contrôle politique et à réduire l'influence étrangère, mais ses relations avec ses anciens alliés se dégradent rapidement. Cette rupture déclenche une nouvelle guerre régionale impliquant plusieurs États africains, transformant le Congo en l'un des principaux théâtres de conflits du continent et provoquant des millions de victimes directes et indirectes. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son palais par l'un de ses gardes du corps. Les circonstances de cet acte restent entourées de zones d'ombre. Après sa mort, son fils Joseph Kabila lui succède, héritant d'un pays profondément fragilisé par la guerre et l'instabilité chronique. 8. Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye entre dans l'histoire du Burundi en 1993 en devenant le premier président démocratiquement élu du pays et le premier issu de la majorité Hutu après des décennies de pouvoir militaire dominé par une minorité Tutsi. Son élection représente un tournant historique et fait naître un immense espoir de réconciliation nationale dans un pays profondément marqué par les tensions ethniques. Dès son arrivée au pouvoir, Ndadaye prône la démocratie, la justice et la coexistence pacifique entre les communautés. Son discours apaisant et sa volonté de réformer l'État suscitent l'adhésion populaire, mais inquiètent une partie de l'appareil militaire et des élites traditionnelles. Le 21 octobre 1993, seulement 3 mois après son investiture, Melchior Ndadaye est assassiné lors d'un coup d'État militaire. Sa mort provoque une explosion de violence à travers le pays, plongeant le Burundi dans une guerre civile qui durera plus d'une décennie et fera des centaines de milliers de victimes. Son assassinat reste l'un des drames politiques les plus marquants de l'Afrique des Grands Lacs. 9. Samuel Doe, Libéria. Samuel Doe prend le pouvoir au Libéria en 1980 à la suite d'un coup d'État militaire qui met fin à plus d'un siècle de domination politique des élites américo-libériennes. Issu d'un groupe jusque-là marginalisé, son arrivée au sommet de l'État est d'abord perçue par une partie de la population comme une rupture historique et une promesse de changement. Cependant, son régime bascule rapidement dans l'autoritarisme. La concentration du pouvoir, la corruption et le favoritisme ethnique fragilisent l'unité nationale et alimentent de profondes tensions internes. Malgré des élections organisées dans les années suivantes, sa légitimité reste largement contestée, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. À la fin des années 1980, une rébellion armée éclate et plonge le Libéria dans une guerre civile dévastatrice. En 1990, Samuel Doe est capturé par une faction rebelle et exécuté. Sa mort marque l'effondrement total de l'État libérien et ouvre une période de chaos et de violence prolongée qui marqueront durablement le pays. 10. Ibrahim Baré Maïnassara, Niger. Ibrahim Baré Maïnassara accède au pouvoir au Niger en 1996 à la suite d'un coup d'État militaire justifié par l'instabilité politique et les blocages institutionnels du pays. Il suspend les partis politiques, dissout les institutions et promet un retour rapide à l'ordre et à la stabilité. Quelques mois plus tard, des élections présidentielles sont organisées, mais elles sont largement contestées. Accusations de fraude, répression de l'opposition et restriction des libertés politiques fragilisent sa légitimité, tandis que la situation économique du Niger se dégrade fortement, provoquant grève et mécontentement au sein même de l'armée. Le 9 avril 1999, Ibrahim Baré Maïnassara est assassiné par des membres de sa propre garde lors d'un déplacement officiel dans des circonstances qui demeurent floues.
Sa mort met brutalement fin à son régime et ouvre une transition politique vers des élections démocratiques. Toutefois, une amnistie générale adoptée peu après empêchera toute enquête approfondie, laissant son assassinat sans réponse judiciaire. Ces trajectoires rappellent que le pouvoir dans de nombreux contextes africains post-coloniaux s'est souvent exercé au prix de tensions extrêmes. Entre idéaux de souveraineté, luttes internes et pressions extérieures, ces dirigeants ont incarné à la fois l'espoir et la tragédie d'un continent en quête de stabilité et de justice.